Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Bonjour à tous, merci de suivre ce podcast. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas encore fait, 42 minutes pour trouver sa voie. Dans cet épisode, on va rencontrer Gwenaëlle et elle va nous raconter sa vie aujourd'hui de professeur de yoga. Pourquoi son parcours m'a-t-il inspiré ? Alors d'abord, je pense que beaucoup de gens se posent la question de devenir coach sportif, de yoga, fitness, etc. C'est un des grands classiques de la reconversion professionnelle et je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre nous. Ensuite, Gwenaëlle, elle nous parle vraiment sans filtre de sa vie d'aujourd'hui et ceux qui connaissent bien 42 minutes savent que pour moi, ça compte beaucoup d'avoir une approche objective des métiers et de la réalité de la vie qu'il y a derrière ces métiers. Enfin, elle a vécu des années difficiles dans sa transition professionnelle et elle nous apporte un regard vraiment intéressant sur la question notamment des finances. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je vous invite à prendre la position du lotus et à découvrir son histoire. Salut Gwen, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler de ta vie, ton activité. À toi aussi de m'accueillir sur ce podcast, c'est un plaisir. Qu'est-ce que tu faisais avant ton changement, ou tes changements, je devrais dire? Voilà, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs changements. J'ai été secrétaire de direction quand j'avais 20 ans. Ça a duré quand même 12 ans. Et après, j'ai été chargée de projet événementiel dans la culture. Et ça a duré 13 ans. Et maintenant, je suis professeure de yoga. Et comment tu as su, quand tu étais dans ta première activité, qu'il y avait un virage à prendre, un changement à faire? Mon premier métier, secrétaire de direction, c'était un héritage familial. C'est un peu faire secrétaire comme maman et puis l'international comme papa. Donc c'était aussi connaître une langue. J'ai toujours été passionnée par les langues étrangères, partir à l'aventure. Et j'ai trouvé le changement en fait par la passion parce que j'ai fait beaucoup de danse et de la musique et j'étais très très attirée par la culture et l'art. C'est plus un appel du cœur, ça m'a pris par les tripes. En fait, c'était très très fort, c'était un peu inexplicable, j'ai dû faire ce virage. C'était progressif ou c'est venu vraiment un peu du jour au lendemain, ce besoin de changer? Ça a été quand même progressif. J'étais donc secrétaire à l'époque pour une grosse boîte multinationale avec un patron qui était très très chouette, qui m'a vraiment marqué pour toute ma vie. Et tous les 2 ans, je lui disais je veux changer un peu de boulot, donne-moi des nouvelles missions. Et il savait s'occuper de moi, être à l'écoute. Et il m'a dit, écoute, ton truc, c'est la communication. Donc, je suis partie me renseigner pour faire un master en communication. Et là, j'ai rencontré une jeune fille qui a complètement changé ma vie. Elle m'a dit, ah ben moi, je fais un master pour travailler dans la culture. Je dis, ah bon, mais c'est quoi? Et en fait, tout a changé comme ça. C'était une rencontre. 15 minutes que j'ai passées avec cette fille qui a tout bouleversé. Et mon patron m'a dit, doucement, pars pas tout de suite. Fais ça à temps partiel. Il a essayé de me retenir. J'ai fait une formation à distance. 2 ans plus tard, je suis partie. Tu t'es formée à quoi concrètement? Je voulais me former en communication, mais non, je me suis formée dans l'organisation d'événements culturels. D'accord. La gestion de projet, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. C'était super intéressant parce que moi, je voulais pas être artiste. Je me voyais pas être danseuse ou musicienne. J'aimais bien l'administratif, mais je voulais changer le produit, en fait. Je voulais travailler pour quelque chose qui me parle à moi, et c'était la culture. Avec en même temps des talents, j'imagine, d'organisation et de communication que tu avais déjà. Voilà, que j'avais déjà, notamment à travers ce travail de secrétaire de direction où tu organises tout le temps des événements, surtout quand tu as un patron, directeur général d'une boîte de 200 personnes et d'un énorme groupe. Tu as coupé le cordon, tu as basculé à 100% dans la culture. Voilà. On m'a offert sur un plateau de partir travailler à Bruxelles. C'était génial. J'ai fait un stage de 6 mois et je me suis éclatée. Je dansais toute la journée presque et je travaillais 5 heures par jour en stage. Et puis j'allais danser 3 ou 4 heures par jour et c'était top. C'était quoi alors ce premier stage? Je rentrais dans ce qui était l'institutionnel que je connaissais pas du tout, mais pour moi ça ressemblait quand même à une grande entreprise. Hein. En l'occurrence, je faisais de la recherche.
J'aurais bien aimé, tu vois, être journaliste. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Les 6 mois de travail ont abouti sur un bouquin qui sont les outils de financement pour les projets culturels. C'est trop technique. J'avais peu de contact avec le terrain, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. En plus, j'avais des entrées gratuites pour plein de spectacles de danse. Enfin, j'étais heureuse, quoi. C'était super. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que tu fais. Voilà. Bon, après, je suis passée dans les aléas du secteur culturel, hein, dont je reparlerai un petit peu plus tard peut-être. Mais je suis passée du CDI très bien payé à une réalité très précaire dans la culture. J'ai eu besoin de changer à nouveau, mais ça a été lié à mon retour en France. C'est mon papa qui est décédé déjà en 2006, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai voulu rentrer en France pour être plus près de ma maman et de faire des choses avec elle tant qu'elle était en super forme. Et je suis rentrée en France et je me suis dit, oh là là, le retour en France, il va falloir à nouveau faire des études pour trouver du travail en France, parce que mine de rien, j'avais vécu la moitié de ma vie à l'étranger. J'avais pas du tout d'expérience en France. Donc j'ai refait des études, fait toutes mes économies sont parties dans les études. J'ai fait un master 2 projet culturel en Espagne et en retour en France, j'ai fait une licence en administration publique. Et j'ai perdu tout ce que j'avais économisé là-dedans. Donc le retour en France, plein d'espoir. Je me suis dit, je vais être chargée de projet culturel pour une mairie. Si c'était la ville de Nantes, ça aurait été super chouette, mais je serais partie aussi en périphérie. Mais ça n'a pas été possible. J'ai passé les concours que j'ai pas eu, j'ai eu diverses expériences et puis j'ai fini par monter un projet, une association, un festival de musique et de danse swing. C'était une formidable aventure. J'ai rencontré plein de gens très chouettes qui m'ont soutenue et qui me soutiennent aujourd'hui encore, qui sont des amis. Mais financièrement, c'était très dur et j'avais énormément de responsabilités en fait. J'avais peu de moyens financiers, mais j'avais une grosse responsabilité sur le dos. Et c'est pour ça que du coup, j'ai cherché un emploi sûr et qualifié et bien rémunéré dans la culture. Je n'ai pas trouvé. Et c'est à ce moment-là que si j'ai pas eu de burn-out, au fond de moi, je suis sûre que c'est grâce au yoga que j'avais découvert en 2006 parce que j'avais des grosses douleurs des cervicales. Et les grosses douleurs des cervicales, elles venaient, je pense, d'une crainte. C'est que je partais d'un secteur très stable où j'avais mon CDI et un gros salaire. Et je partais vers la culture et c'était le gros inconnu. Et là, ma famille me disait, oh, mais l'art, les artistes, ma fille, tu as pu gagner d'argent. Et ils avaient totalement raison. C'est vrai. Pendant ce festival culturel où j'avais énormément de pression pour l'organisation, on a un nombre infini d'interlocuteurs, de bénévoles. C'est un projet super chouette. On était sous les nefs des machines de Lille avec 2000 personnes qui dansaient. C'était merveilleux. Mais ce que ne savent pas les gens, c'est que tout ce qu'on vit à côté, c'est beaucoup de responsabilités. Pour un salaire tout petit. Concrètement, c'est quand tu dis pour un salaire tout petit, tu vis avec combien par mois à ce moment-là? Tu vois, pour comparer, quand je travaillais dans le CDI, dans une multinationale, j'avais 1800 € net et je suis descendue à 1100 € net pour être directrice d'un festival et chargée de projet et fondatrice d'une association. Pour moi, c'était le décalage qui était énorme et j'avais un contrat de 30 heures, mais je travaillais bien sûr 40 heures. Et puis pendant le festival, c'était des semaines de 70 heures. On dort 3 heures par nuit. Donc c'est de là où j'en viens au fait que j'ai commencé le yoga, j'avais ces douleurs de cervicales qui venaient un peu des craintes. Ouh là là, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui va advenir de moi? Et j'ai trouvé ça grâce à des copines, des danseuses qui m'ont dit le yoga Iyengar, c'est le yoga des danseurs. Vas-y. J'avais besoin d'un truc quand même puissant qui me remplisse physiquement et qui me fasse du bien au cervical. Et j'ai trouvé ça. Et pendant ce festival à Nantes, donc du coup c'était 2014 jusqu'en 2017, je pense que le yoga et les copains, ils m'ont sauvé du burn-out. Donc du coup, ta question c'était comment j'en étais venue au yoga. J'ai essayé de trouver un taf dans la culture, mais qui soit stable, mais j'avais besoin de quelque chose qui me nourrisse intellectuellement. Et j'ai trouvé pas cet équilibre. Et les copains, ils m'ont dit, bon, ça fait 1 an que tu nous donnes des cours bénévolement, là, de yoga. Nous, on voudrait que tu te lances, on voudrait te payer. Donc, concrètement, c'était 4 ou 5 copains qui m'ont poussé. Et ensuite, j'ai eu un prof de yoga qui m'a dit, viens, tu peux m'assister dans mon cours. C'est pas du tout
venu comme ce qui est venu à la culture. C'était pas une passion. Le yoga, ce n'est pas une passion, c'est un besoin, c'est un bien-être. Et en ce moment, pendant le confinement, c'est un trésor. Vraiment, c'est autre chose qu'une passion. J'en ai besoin. Hier soir, à 11h30 du soir, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai mal au cervical. Allez, petit coup de yoga. Et ce matin, tout va bien. En fait, je suis partie là-dedans parce qu'on m'a poussée et j'ai eu des mains tendues. Et après un contact d'un cours de yoga avec une fille qui avait monté sa salle de yoga, elle m'appelle, elle me dit « Ah ben viens donc donner un cours chez moi ». Ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas eu assez de monde. Mais elle m'a donné un contact, une association à l'extérieur de Nantes. Et eux, ils ont voulu m'engager pour 5 heures par semaine. Je trouvais ça énorme. J'ai dit « Oh, 5 heures, mais comment est-ce que je vais faire ça si en plus je cherche du travail ?» Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Dans ton parcours, il y a un point, la question des finances, c'est toujours très tabou en France et je te remercie de ta transparence parce que on est tous dépendants de notre revenu pour vivre chaque mois. Et c'est un vrai sujet quand on décide de changer un peu de vie, de savoir combien de temps je suis capable de tenir. Alors quelqu'un qui monte une boîte, c'est connu, qu'il faut qu'il tienne X années avant que ça marche. Mais c'est vrai aussi, je pense, d'un salarié qui décide comme toi de travailler dans l'associatif ou de chercher du boulot dans un autre secteur qui est plus bouché. Et donc, il y a une prise de risque financière que tu as vécue. Je trouve ça intéressant que tu puisses nous partager. On a compris que c'est dur et que ça t'a amené au yoga et que ça t'a déclenché des choses négatives dans ton corps. Mais comment on fait concrètement pour vivre avec 1000 euros, 1100 euros par mois aujourd'hui quand on était habitué à un salaire avant en entreprise? Déjà, je pense que ce qui est super important, c'est de faire des choix, mais d'en être convaincu. Parce que si on vit dans la frustration, c'est mort. J'ai des amis autour de moi qui pleuraient parce qu'elles étaient au chômage et elles avaient 1400 euros par mois. Et elles pouvaient pas, elles étaient complètement stressées, elles étaient au bord de la dépression. Bon, si c'est ça la situation, je dis vous, parce que j'ai l'impression de parler aux personnes qui se posent la question, c'est pas le moment. Parce que pour moi, si tu veux, la question d'argent ne se posait pas parce que pour moi, c'était l'argent, ça importe pas, c'est pas l'argent qui nous rend heureux. Alors certes, il faut quand même avoir un certain revenu pour la chose la plus importante, c'est payer le loyer. Donc ça, c'est la base. Comment payer son loyer? Donc ce qui est super, c'est si on accepte. Alors ça dépend de sa mentalité. Moi, j'ai vu un film qui m'a énormément changé, Dose de sens, et je me suis dit c'est exactement ce que je vis depuis quelques années. Donc ça, je le recommande fortement à tous ceux qui veulent changer de voie. J'ai eu la chance, entre guillemets, que ça soit progressif parce que j'ai été intolérante au gluten. Tout d'un coup, je pouvais plus aller au restaurant parce que on me faisait pas de menu sans gluten. En plus, les gens, ils te regardaient d'un mauvais œil si tu demandais à manger quelque chose de spécial. Donc, le restaurant, ça a été la première chose que j'ai éliminée. Le cinéma, j'allais au cinéma une fois par semaine et c'est passé une fois par mois. Ensuite, donc le logement, par contre, ça a été une vraie question. En 2018, j'ai eu une année difficile parce que je voulais un logement social et j'avais fait une demande depuis 6 ans qui n'avait pas été acceptée. Tout ça parce que j'avais des gens qui m'hébergeaient. Apparemment, il faut ne plus avoir de toit pour qu'on soit accueilli dans un logement social. J'ai été quand même exigeante. Je voulais pas n'importe quel logement social. Et là, j'ai réussi à l'avoir en juillet. Je vis dans un endroit génial. Donc ça, c'est très important d'être bien là où on est. Faire des économies, c'est bien, mais il faut être convaincu de ce qu'on fait. Se sentir bien. Si on subit ça, ça va pas marcher. Et puis sinon, les cadeaux que je fais à mes amis, j'avoue, c'est des tout petits cadeaux. Les amis, ma famille, mon chéri, pareil, c'est pour tout le monde pareil. Je fais pas beaucoup de différence. Et puis les vacances, souvent c'est des vacances de yoga. Je suis encore une hippie à 48 ans. Certes, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Certes, je suis d'accord. Il faut avoir une relation avec l'argent qui soit sereine. Enfin. Si on dépend autant de l'argent et de s'acheter des fringues de la marque truc neuf, ça va pas marcher non plus. Si j'essaie de résumer, en tout cas ce que j'ai compris de ta réponse, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut savoir à quelles conditions on est prêt à le faire ou pas, et le logement est clé, donc à la limite si on peut avoir un plan B de retourner quelques mois chez ses parents ou chez des amis ou autres, c'est pas une mauvaise idée quoi.
Oui, ça c'est important. Et puis après, ça peut être une phase. Moi, je veux dire, dans la culture, j'ai pas eu de chance, hein. Mon salaire n'a pas évolué, mais il y a plein de gens qui travaillent dans le secteur culturel avec un bon salaire et un CDI. Donc, faut pas, voilà, c'est le démarrage, mais Oui, oui, c'est pas c'est bien ça dont forcément. on parle, hein. Quand ça dure 3 mois, c'est pas un sujet. Quand ça dure 3 ans, ça en devient un, quoi. C'est Et ça. même si c'est le démarrage. Et tout ça nous amène donc à ta nouvelle vie. Maintenant, le yoga, c'est à temps plein pour toi. Ouais. Comment ça s'est fait, cette bascule vers, voilà, ça y est, ta vie, c'est le yoga. Ta vie professionnelle, c'est le yoga. Ce que j'entends autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent par donner un cours par semaine. Après, ils en donnent 2. Voilà. Et je pense que c'est aussi ce qui est plus raisonnable. Moi, ça s'est fait, vraiment, on est venu me chercher pour le yoga. Je suis pas allée le faire. Donc, moi, quand on m'a proposé de donner 5 heures par semaine, c'était des cours qui commençaient à 18 heures à Sautron. Ça voulait dire que si j'étais pas salarié fonctionnaire avec des horaires de finir à 16h30, c'était pas jouable. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, je me disais, il faut que je me forme. Je Bien peux sûr, pas bien donner sûr. des cours de yoga sans me former. Donc, tout de suite, ça a été clé de commencer à prendre autant de cours que je donnais de cours. Ça, c'était hyper important. Je suis passée de prendre 5 heures entre ma pratique personnelle et les cours que je prenais, c'était 5 heures de yoga par semaine. Et actuellement, c'est 20 heures par semaine. Voilà. Donc, c'est un grand changement. Et pour bien sûr ton raisonnement, donc tu devais te former. Tu as augmenté ce que tu faisais déjà ou tu as changé de centre ou tu as trouvé un prof? Quelle forme ça a pris? J'avais commencé ce type de yoga Iyengar et en arrivant à Nantes, je trouvais pas ce que j'avais trouvé à Barcelone. Donc, je suis allée finalement vers des enseignements qui me convenaient, qui m'ont très bien convenu pendant un certain temps, mais qui n'étaient pas exactement ce que j'avais fait. Et j'ai fait une retraite de yoga qui n'était pas non plus ce type de yoga, c'était plus du hatha yoga. Ça a été révélateur parce qu'on a fait de la méditation, du yoga nidra. Et là, j'ai vu que ce que je voulais faire, c'était retourner vers la source du yoga qui m'avait soigné des cervicales, du yoga qui m'avait soigné de tellement de maux. Alors, je devrais pas dire soigner, hein, c'est comme un remède naturel, mais du coup, qui m'a complètement éloignée de la médecine traditionnelle. Et je suis retournée vers ce yoga-là et j'ai vécu un petit peu un conflit intérieur, c'est-à-dire quitter certains enseignements pour aller vers d'autres, se faire mal voir par les nouveaux enseignants. Ça a été parfois un peu douloureux, j'avoue. Les enseignements, tu les trouves où? Ce sont des centres de yoga à Nantes, ailleurs? C'est sur Internet? Ça marche comment? Au début, Barcelone, c'était un centre de yoga agréé, officiel. Après, j'ai fait plusieurs professeurs qui n'ont pas de méthode. C'était des studios à Nantes. Hein. Je suis passée par l'atelier yoga à Nantes. C'était proche de ce que je connaissais et ça m'a beaucoup apporté à ce moment-là. Et ensuite, comme financièrement c'était trop dur, j'ai fait du yoga en ligne. Donc, moi, je voulais continuer. J'avais toujours ma Bible. C'était la lumière sur le yoga de Yoga Iyengar. Je me basais là-dessus dès que j'avais mal quelque part. Mais j'ai pris des cours de yoga vinyasa en ligne. C'était Ariane Albecker de Yoga Coaching. Elle m'a fait aussi beaucoup de bien. Et je recommande toujours ses vidéos parce qu'elle est très, très chouette, très positive. Elle voyage et à un moment donné aussi, elle était proche du burn-out parce que à faire autant de vidéos et des gens qui lui écrivent, c'est pas toujours tout rose. Donc après, j'ai fait cette retraite de yoga dont je parlais tout à l'heure, du hatha yoga. Donc c'est dans les Pyrénées. C'était merveilleux comme endroit. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai changé un petit peu mon attitude envers la nutrition à ce moment-là. Et au retour de cette retraite, j'ai trouvé une nouvelle famille, je dirais, où maintenant je suis très bien et je vais, j'y vais quatre fois par semaine. Avant le confinement, j'y allais 4 fois par semaine. Je prenais les cours intermédiaires, les cours avancés. J'assiste une des profs sur un cours senior, là où on voit plein d'ajustements, c'est absolument génial. Et un cours de débutant total, où là j'assiste aussi le professeur à certains moments et j'observe beaucoup. En fait, j'assiste 10% du temps et 90% du temps, je regarde, je m'imprègne. Je prends pas du tout de notes. J'essaye que tout reste dans ma tête
Et dès que j'arrive chez moi, je prends des notes. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est une façon de se former. Tu sais ce que tu me dis sur ce que tu nous partages sur les moments où tu étais en burn-out ou pas loin du burn-out. Et ben en fait, je suis en train de réaliser en t'écoutant que dans la dizaine d'invités que j'ai eu la chance d'accueillir sur ce podcast, je pense qu'on est sur 100% de personnes qui ont traversé ça, moi y compris à un autre moment. J'ai un peu l'impression que ça a un prix en fait de vouloir vivre intensément et qu'on y trouve 1000 fois son compte à la clé, mais qu'il y a un prix à payer à un moment ou à un autre d'inconfort, vraiment quoi. Oui. C'est un peu triste qu'il faille en arriver au burn-out pour changer. C'est on s'écoute pas. Oui, je suis pas sûr que ce soit inhérent au changement, c'est plutôt inhérent à la résistance au changement. C'est ça. C'est plutôt ça. Plutôt ça. Je ne veux pas qu'on ouvre le débat de quel est le meilleur yoga sur les 1000 ou 12 yogas qui existent. Non, je suis tout à fait d'accord. Je te demanderais juste de nous préciser pourquoi toi, tu as choisi le yoga Iyengar. Ouais, c'est un yoga qui m'a soignée et puis c'est intense. En fait, moi j'ai fait beaucoup de danse. J'ai eu une luxation à la hanche à la naissance. Donc évidemment, quand j'avais 5 ans, je voulais être Nadia Comaneci, ce qui n'a pas du tout été possible. Donc j'ai un besoin physique d'aller au bout des choses. Ce yoga est quand même bien intense. Mais à la fois, moi, j'ai plein d'élèves qui viennent au cours d'essai et ils me disent ah ben non merci, je repars. Je ne veux pas nommer les noms des yogas, mais ils font du yoga où on transpire, du yoga où ça va vite, du yoga. Et là, c'est tout le contraire en fait. On est dans l'intensité, la précision, l'utilisation d'accessoires et la prévention et la thérapie. Donc moi, je peux pas faire de yoga thérapeutique, c'est réservé à des professeurs seniors, mais en fait, on fait ça tout le temps. Parce qu'à partir du moment où il y a un élève qui peut pas rentrer dans une posture, tu lui donnes une couverture, tu lui donnes une brique. Parce que mes élèves, ils arrivent avec des maux de cervical, de lombaire. Bon, c'est peut-être dans plusieurs yogas ou dans tous les yogas, mais en tout cas, à moi, ce qui m'a parlé, ce qui m'a soigné, c'était ce type de yoga et c'est pour ça que je continue. Ok, l'aspect thérapeutique de cette approche. Et la rigueur, beaucoup de rigueur. Ouais. À quoi ça ressemble ton quotidien maintenant que tu es à temps plein et que tu vis de cette activité? Est-ce qu'il existe une semaine type? Oui, alors j'ai essayé de regarder avant le confinement et depuis le confinement, ça a beaucoup changé. Donc avant le confinement, je faisais 20 heures de yoga, environ 10 heures de cours que je donnais et 10 heures de formation. Donc j'ai fait ces 20 heures de yoga, je fais 50 kilomètres de vélo électrique pour me rendre sur les lieux à Nantes et à Saint-Sébastien. Depuis le confinement, je fais que 13 heures de yoga, ça a vachement baissé quand même. Je donne environ 6 heures de cours en ligne et je pratique 7 heures par semaine. Mais le reste du temps, il y a beaucoup d'heures, peut-être 15 heures par semaine, de préparation des cours, communication, la compta, les aides, faire la différence entre l'URSSAF, le RSI, moi c'est des choses qui me parlaient pas du tout et j'ai été beaucoup soutenue et ça c'est hyper important. J'ai beaucoup de temps aussi pour prendre soin de moi parce que forcément quand on enseigne le yoga, il faut qu'on ait bonne mine, donc ça devient une priorité et ça c'est merveilleux. Et aussi du temps qu'il me faut et qu'il me reste pour prendre soin de mon entourage. Et ça, c'est hyper important. Voilà une semaine type avant et pendant le confinement. Je t'avais demandé de regarder s'il y avait un peu un objet ou un élément qui résumerait bien ta vie d'aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? C'est plutôt la balance, je me suis dit, parce que évidemment, je fais énormément de yoga. Ce qui est important aussi, c'est entre les cours qu'on donne. On n'est pas en train de faire du yoga quand on donne des cours. Ça, c'est hyper important. Pourtant, on a l'impression quand on regarde. Oui, mais non. Après, si tu viens à mon cours, tu verras que moi, je fais la posture, paf, je sors de la posture et je dis aux élèves, continuez. Du coup, je les observe, je les corrige. Je fais à droite, je fais pas à gauche. Je fais les trucs qu'il faut pas faire pour qu'ils le voient. Donc, c'est différent. Donc, ce que je voulais comme objet, c'était plutôt une balance. Parce que l'équilibre entre les cours que je donne, les cours que je prends, l'administratif, la communication,
le temps pour prendre soin de moi, prendre soin de mon entourage, bien manger. Essayer de trouver un équilibre pour tout ça. Et cette balance, pour moi, ce qui est important, c'est d'éviter de tomber dans ce que j'entends trop. J'ai pas le temps, je travaille comme un malade. Alors évidemment, je peux en avoir plus ou moins à un moment donné, c'est évident. Mais j'espère, et j'espère qu'ils sauront me le dire aussi, que si j'ai pas de temps pour eux, qu'ils me le disent, parce que c'est une priorité d'être là pour moi. Si je vais pas bien avec moi-même, ça va pas le faire. Et aussi pour mon entourage. Et me former et donner des cours. Enfin, trouver cet équilibre. Personnellement, je me fais une idée de ce que c'est d'être coach ou prof de yoga. Je pense que c'est une idée qui est erronée. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rééquilibrage de qu'est-ce qu'on imagine et de qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette activité? Sauf si ce qu'on imagine est la réalité, bien sûr. Quand j'ai commencé, que j'étais vraiment dedans à Barcelone, je voyais déjà les gens qui faisaient la formation et je me disais, oh là là, mais faire la formation de Yoga Iyengar, mais jamais, ça doit être tellement dur physiquement. Et c'est l'image que je m'en faisais. Et c'est vrai. Donc j'étais pas à côté de la plaque. Et je voulais pas le faire pour ça. Je dis ça, non, c'est trop dur, moi je le fais pas. Donc, ce qui a été réel pour moi, c'est que de passer de 5 heures à 10 heures de yoga par semaine, j'étais fatiguée. J'ai maigri, tout le monde me le dit. Je mange beaucoup, je mange bien, je mange de façon équilibrée. Je suis tous les conseils qu'on me dit, que je peux lire. Pour l'instant, je ne grossis pas et mes professeurs m'ont dit que je brûlais beaucoup. Ils m'ont donné des conseils aussi que dans ma pratique personnelle, je sois pas trop à fond, que je fasse aussi beaucoup de postures de récupération. Et que je sois dans le ressenti. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que j'imaginais pas. C'est que vraiment, le yoga nous ramène vers soi. On me disait que j'étais pas assez dans le ressenti. Quand on me le disait, j'étais là, je veux bien, mais je comprends pas. Maintenant, j'ai fait quelques progrès, j'y travaille encore. Donc c'est le travail sur soi et aussi le travail par rapport à l'ego. Je suis pas du tout la prof star number one que tout le monde regarde et c'est pas ça du tout. J'en suis très 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 loin. Mais évidemment le fait de donner des cours et de faire du bien à ces élèves qui viennent vers nous et nous dire c'était trop chouette et j'ai plus mal au cervical. Merci machin, le yoga est arrivé au bon moment pour moi. C'est très chouette. Évidemment, on a aussi le revers de la médaille avec les élèves qui peuvent décrocher, les élèves qui disent j'en ai marre, ou c'est trop strict, ou c'est trop rigoureux. Et on a les deux. Et du coup, on travaille sur son ego, sur soi, aussi sur tout ce qu'on pense savoir faire, et puis ce qu'on sait faire, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait pas. Tu es à la fois professeur et élève. Donc, il faut savoir te remettre dans le rôle, tu vois. D'accord. Et te dire que quand tu enseignes, oui, mais souviens-toi bien que ton professeur t'a dit que ça, c'était ton point faible. Quand tu enseignes, soit tu fais comme si tu faisais tout bien, c'est une possibilité. Moi, je pensais que le professeur, il devait faire ça. Et j'étais énormément soulagée de voir qu'il y a certains professeurs, ceux qui me correspondent, ils disent non, mais moi aussi, j'ai du mal avec ça. Et on se voit dans les élèves. C'est fou. C'est un miroir. Il y a un gros engagement physique, tu le décrivais. Est-ce que c'est une vie de sportif? Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai commencé en 2018 avec une énorme tendinite du moyen fessier et quelques mois plus tard, pincement à l'épaule. J'avoue que personnellement, c'était pas top. J'avais des problèmes de logement. J'étais pas bien. Enfin, ça a été un démarrage un peu sur les chapeaux de roue. Mais les professeurs de yoga me disaient, t'es pas prête pour la formation, et elles avaient raison. Donc, c'est un engagement physique. Alors, j'ai fait une retraite de yoga l'été dernier avec une professeure très reconnue dans le Yoga Iyengar. Je suis sortie de cette retraite, mais elle m'a guéri de la tendinite. Donc, en 10 jours de retraite, j'étais guérie de la tendinite, guérie du pincement à l'épaule, parce qu'elle m'a fait comprendre plein de choses, en fait. Et j'avais fait des heures et des heures de kiné, mais souvent, quand on se blesse, c'est dans la tête. J'ai une meilleure compréhension technique de certaines postures. Donc, je me blesserai certainement, je ne sais quand, parce qu'il y a autre chose que je fais pas bien. Donc oui, c'est un engagement physique important. Ça dépend aussi du yoga qu'on fait. Et les yogis se blessent aussi. Donc après, il faut voir comment on gère nos blessures et notre frustration. Parce qu'on va aller enseigner et on peut pas montrer cette posture.
Bah, moi, je l'ai fait, par exemple, je prenais mes élèves en exemple. Et puis, si un jour, on a la cheville en vrac, et ben, on ira peut-être au cours de yoga avec des béquilles. Et là, il faut travailler l'acceptation. Tu commences à avoir pas mal de recul dans ta vie actuelle. Quels sont les aspects vraiment très sympas et à l'inverse, quels sont les aspects moins fun liés à ce mode de vie et à ce job? Je commence par le négatif pour finir par le positif. Ce que j'ai pas trouvé cool du tout, ce sont les conflits qu'il y a au sein des différents yogas et au sein du même yoga aussi. Beaucoup de critiques de professeurs envers d'autres professeurs, soit parce qu'ils ont des techniques différentes, soit c'est parce que c'est peut-être des jeunes diplômés qui sont critiqués par une personne qui a plus de bouteilles. Donc ça, je l'ai vécu en tant qu'observatrice, mais après, je l'ai vécu parce que moi, quand je suis venue d'un enseignement différent du Yoga Iyengar, on m'a bien fait savoir que j'avais pas fait de Yoga Iyengar depuis 6 ans, même si j'en avais fait 3 ans au tout début. Et j'ai trouvé ça un peu injuste parce que l'important pour moi, c'était je fais du yoga depuis 2006, donc en fait, ça fait 13 ans. Ah ben non, ça fait pas 13 ans parce que ça fait que 3 ans, donc ça fait 5 ans. Ah, d'accord. OK, je l'accepte. Pour la formation à Iyengar, officiellement, j'ai pas pu rentrer dedans parce qu'il y a eu un gros remaniement de la formation, le décès du grand yogi en 2014, il me semble, sa fille cet été, et du coup, restructuration complète. Donc, je me sens très soutenue par mes professeurs, puisque comme je te disais, j'ai quand même la chance de pouvoir assister et observer au centre SOAM, mais c'est pas officiel. Donc, c'est chaud parce que aussi je suis entêtée et je vais pas vers un autre type de yoga. Donc je vais faire en septembre une formation de 200 heures pour avoir mon diplôme, mais je continue aussi sur ce yoga-là qui m'apporte. Le côté cool, c'est que je garde du temps. Tout l'administratif que je fais, je le fais chez moi. Donc j'ai du temps forcément pour prendre soin de moi. Je prends soin de mes élèves, c'est super important de prendre soin de leur santé. Là, je me pose des cassettes parce que j'ai des élèves il y en a une qui est enceinte, il y en a une qui a de l'asthme, il y en a une qui a des douleurs de bas de dos, les cervicales, et à chaque fois, je vais chercher dans des livres d'auteurs reconnus et très reconnus du Yoga Iyengar pour les orienter. Et puis très souvent, j'avoue, ça fonctionne bien, et parfois il faut continuer à creuser, et de toute façon, j'ai beaucoup à apprendre, donc évidemment que ce chemin sera encore long. Excuse-moi, mais c'est intéressant ce que tu nous dis. Le temps du cours n'est qu'une partie vraiment de l'iceberg, quoi. Hors cours, tu continues oui. à préparer tes cours et à chercher des solutions. D'accord. Ouais. Ah oui, ça. En fait, je suis tout le temps en train de lire du yoga. Depuis le confinement, j'ai pas commencé un seul roman. Je lis des magazines de yoga, des livres. Il y a plein de livres de repères pour les yogis de ce Yoga Iyengar. Je fais plein de découvertes en fait. Par exemple, pour une femme enceinte, je les ai pas acceptées parce que je dis j'ai pas l'expérience. Mais à Sautron, moi, on m'impose les inscriptions. J'ai essayé de renvoyer cet élève vers une autre collègue qui s'y connaissait bien en femme enceinte, mais ça n'a pas marché la communication entre elles. Et du coup, j'ai acheté le joyau de la femme de Gita Iyengar. J'ai demandé à mes professeurs et puis j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais puisque j'étais dedans. Donc c'est une responsabilité. Donc j'ai une professeure qui m'a dit tu leur fais pas faire du tout de posture debout pendant 3 mois. Je tiens ça au pied de la lettre. Et puis ça s'est très bien passé pour la première. Là j'ai ma deuxième. C'est de la responsabilité. Donc entre 2 cours, il y a énormément de travail de communication, de formation et d'administratif. J'ai du temps, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai du temps. Et puis j'ai les vacances scolaires. C'est quelque chose de complètement nouveau dans ma vie, d'avoir. Alors quand je dis toutes les vacances scolaires, non. D'une part parce que la moitié des vacances scolaires, je la passe pour faire de l'administratif, faire des demandes de dossiers, des questions de l'URSSAF qu'on n'a pas compris, on n'a pas pris le temps pour le faire. Donc j'ai presque la moitié du temps des vacances scolaires qui est prise par l'administratif et la communication, bien sûr. Et aussi parce que là, j'ai quand même un plan B pour les revenus, c'est de travailler avec les enfants. J'adore travailler avec les enfants. J'ai passé mon BAFA. Alors, c'était drôle parce que forcément, j'étais entourée de gens qui avaient 18 ans. Ça, faut savoir gérer aussi. Mais je me suis vraiment marrée.
je donne des cours de yoga et de danse aux enfants. Et ça va pouvoir me donner mon argent de poche, parce que faut dire, c'est très mal payé. Mais c'est quelque chose qui me plaît et que je vais faire en partie pendant les vacances scolaires. Ça, c'est chouette. Je m'excuse de reparler d'argent, c'est très impoli, mais aujourd'hui, du coup, dans ton mode de vie, on n'a pas besoin d'être trop précis, mais est-ce que quelqu'un qui fait du yoga à temps plein, dont l'activité est d'être prof de yoga, coach, peut espérer en vivre correctement et pas dans les conditions que tu nous décrivais en début d'interview? Alors, je peux pas parler pour tous les professeurs de yoga, bien sûr. Donc, mon prévisionnel avant la pandémie, il était un salaire mensuel moyen de 1100 euros. Donc, ça veut dire que dans ma première année d'auto-entrepreneur, je reviens au salaire que j'avais 3 ans avant dans la culture, où j'avais une formidable organisation et j'avais beaucoup de pression. Alors que dans le yoga, en fait, c'est physique, certes, mais je compte sur les doigts de la main ce que j'ai à faire. Me former, donner des cours, faire de la communication, de la compta, de l'administratif. Point barre. C'est tout. Dans la gestion de projet, il y en a des choses à faire, malgré la pandémie. Donc, vous imaginez que c'est plutôt positif. Est-ce que tu as déjà un peu une vision de comment tu te verrais dans 5 ans ou 10 ans? Alors, j'ai une de mes profs qui m'a dit, enseigner le yoga, tu verras, c'est comme une thérapie. Dans 5 ans, tu sauras si tu continues ou tu arrêtes. Je sais pas. Ça m'étonnerait quand même que je rechange de métier. Je changerais peut-être de type de yoga. Ça, par contre, on n'est pas marié avec une famille de yoga. Pour l'instant, je suis à fond dans le yoga Iyengar. Je sais pas ce qui se passera dans 10 ans. Mais je me vois bien rester dedans. On verra. Avec le recul que tu as aujourd'hui, quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne ou tu voudrais donner à quelqu'un qui suivrait tes pas? La formation. Est-ce que tu disais au tout début, le yoga, c'est pas un business? Si, c'est un business. Si, il y a beaucoup de gens qui le savent. Je disais tout à l'heure, je dénigre d'argent. Quand j'ai fait la culture, je suis partie vers le spectacle vivant. C'est là où on ne gagne pas d'argent. Et là, quand je choisis le yoga, je choisis le yoga Iyengar. C'est pareil. Parce que c'est pas un yoga commercial. En plus, moi, forcément, je débute. Peut-être que les personnes plus confirmées ont plus de succès, mais j'ai des petits groupes. De toute façon, moi, mon but, c'est d'avoir maximum 10 personnes dans mon groupe. Donc, la formation, c'est une vraie question. C'est attention, il y a beaucoup de commerce autour du yoga. Mon avis personnel, c'est qu'il faut connaître les enseignants et écouter ce qui est le ressenti. J'ai eu un professeur de yoga qui m'a dit « Ah, mais on n'a pas besoin de se former, tu en sais plus que certaines personnes qui ont payé une formation de 2 ans de yoga. » Bon, c'est une vision des choses. Après, j'ai une autre vision des choses. « Ah, mais tu ne sais rien, comment tu peux te permettre d'enseigner alors que tu ne t'es pas formé ?» Bon, c'est une autre vision des choses. Moi, je suis la même personne, Je vous donne 2 visions de professeurs de yoga. Et puis après, j'ai la vision qui me parle aujourd'hui et que je suis d'une femme que je vais nommer parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'apporte beaucoup. C'est Martine Oranger du Centre SOAM qui me pousse, qui sait très bien que j'ai beaucoup à travailler. C'est quelqu'un qui m'encourage. Elle sait très bien par où je passe. Donc mon ressenti, c'est que quand j'ai rencontré cette femme, je me suis dit « Ah, ben oui, c'est elle qui va être mon gourou ». C'est important, si on veut enseigner le yoga, c'est se former, bien sûr, mais choisir sa formation. Alors, par exemple, je conseille fortement d'aller sur un groupe Facebook, celui des professeurs de yoga. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est les professeurs de yoga en France. C'est génial. Et là, il y a une jeune femme qui a pleuré tout son argent parce qu'elle est partie en Inde. Elle avait payé forcément une somme faramineuse. Toutes les formations de yoga coûtent minimum 1500, 3000 euros. Toutes. Elles durent entre 200 heures et, 1000 heures. Donc, il faut déjà gérer son budget. Et cette femme-là, elle est partie en Inde. Pourtant, on lui avait recommandé. Elle est arrivée, elle était la seule personne. Il y avait un homme et elle a dit que elle s'est sentie pratiquement au bord de l'abus sexuel. Donc, choisir sa formation de yoga et le sentir surtout. Sentir, connaître cette personne avant de se lancer dans une formation de yoga et de débourser un argent faramineux. Il faut vraiment savoir si c'est reconnu, à quelle échelle,
de quoi est-ce qu'on a besoin de nous, c'est quand même important. C'est non seulement leur technique qui est important à ces enseignants, mais l'humain. C'est une connaissance, une maîtrise de la technique, certes. Après, on fait tous des erreurs. J'ai entendu parler d'une personne qui s'est fait corriger par quelqu'un de très très connu et reconnu dans le monde du yoga Iyengar, qui l'a cassé en deux. Voilà, mais ça arrive aussi. Donc, c'est sentir un peu, on la sent cette personne. Il y a quelque chose qui passe techniquement, humainement, et puis on aura le budget pour financer. À chaque interview, tu sais, je demande un petit challenge pour quelqu'un qui serait comme moi, alors on parle dans son canapé, dans un immobilisme le plus total et qui sait qu'il doit faire quelque chose pour avancer, pour marquer un petit pas dans son projet, mais qui sait pas forcément quoi faire. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme challenge pour quelqu'un qui voudrait se mettre en route en suivant tes pas? Quelqu'un qui veut se lancer dans le yoga, hein, c'est ça? Se lancer dans la formation de yoga, comme toi. Voilà, va faire une retraite de yoga. Ça faisait des années que je faisais du yoga, mais je n'avais jamais fait de stage. Parce que, comme je te disais au début, quand je faisais mes cours de 2 heures, là, je trouvais ça tellement dur que quand ils proposaient des séminaires d'un samedi après-midi, j'étais là, ouh là là, non, je m'en allais en courant. Et j'avais jamais fait de yoga toute la journée. Je m'imaginais que c'était absolument infaisable. Et je suis partie dans cette retraite de yoga. Et en fait, on faisait du yoga toute la journée. Alors, c'était un yoga beaucoup moins physique que le yoga Iyengar. Mais quand même, on se levait à 5 heures et on finissait à 21h30. On avait yoga, on avait méditation, et là, j'ai su que j'étais à ma place. Je me suis sentie à ma place, même si je me suis dit, c'est pas ce yoga. Peu importe. Je me suis vraiment sentie bien et c'est un pas à franchir, des stages, arrêter de se dire, oui, ça va être trop dur et simplement y aller, écouter son feeling et puis, voir si justement on est à sa place. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus sur faire une retraite de yoga? C'est quel budget, c'est quel timing, c'est quel site pour les trouver? Alors c'est pareil. Je recommande pas du tout de choisir une retraite de yoga à la one again sur internet, se dire ouais, ça a l'air super chouette. Ça, je recommande pas. Je dirais de demander à son professeur. Moi, par exemple, j'ai choisi ma retraite. Donc la première, c'était mon compagnon qui l'avait déjà faite. Il a voulu la refaire avec moi. Et la deuxième fois, c'était une professeure qui forme les futurs enseignants de yoga. Donc, je savais que j'allais être prise en main par quelqu'un qui avait énormément de technique et de savoir-faire. Donc, sur quel site? Si c'est du yoga Iyengar, c'est facile. On va sur le site de l'Association française de yoga Iyengar. Tout est répertorié, stage et retraite. Donc là, on peut avoir confiance. Ok. Ceux qui nous entendent et qui veulent faire un premier pas, qui est déjà un gros pas là, c'est de libérer quelques jours, un peu de budget et d'aller participer à une retraite. Super, merci beaucoup Gwenaëlle d'avoir pris ce temps, merci d'avoir été aussi transparente et je te souhaite beaucoup de succès. C'est quoi ton site si on veut te retrouver? C'est www.monyogamasante.eu. Je suis aussi sur Facebook, c'est Gwenaëlle Bretagne Yoga Nantes et sur Instagram, c'est Mon Yoga Ma Santé. Super, on peut pas te louper avec tout ça. Super. Merci encore d'avoir pris le temps. Merci à toi. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs.